On vous propose de commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui à ce webinaire qui va être consacré du coup à la présentation des résultats régionaux de la mission nationale SPIADI. Ce temps de restitution est assez important finalement dans la démarche d'amélioration continue finalement de la qualité et de la sécurité des soins. Je suis accompagnée du coup de Carole Domreau, qui est praticien au CEPIAS Hauts-de-France, et de Pierre Parou, qui est notre biostatisticien. Et le diaporama ainsi que le replay de la présentation seront disponibles sur notre site internet dans la foulée de la présentation de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation et on espère que ce temps sera utile finalement pour vos pratiques au quotidien. Donc je passe la parole à Carole. Pardon. Bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc ce webinaire sera complété dès la semaine prochaine par les données directes des collègues de la mission SPIADI lors de la journée de l'Alias. Donc dans une première partie, nous allons aborder les résultats des différentes surveillances réalisées entre le 1er janvier et le 15 juillet 2025 en région. Puis dans la seconde partie, nous présenterons les résultats de la campagne d'évaluation des pratiques qui est appelée Observacat. Nous commençons par la surveillance nationale des infections associées aux dispositifs invasifs dans les établissements de santé et les EHPAD qui y sont rattachés. Cette surveillance permet de connaître l'incidence des bactériémies liées aux dispositifs invasifs selon 3 modalités proposées par SPIADI. Donc, 51 établissements ont participé à la surveillance Bactadi Plus pour tous les services hors réanimation avec une fiche qui est complétée par bactériémie, par patient ou par résident. 7 établissements ensuite ont participé à la surveillance Exadi pour exposition aux dispositifs invasifs conçus pour les services de réanimation, de néonatologie et de hémodialyse, avec la mesure de l'exposition à l'échelle du service également, comme pour Bactadi. Et une fiche bactériémie est alors complétée pour toute bactériémie associée aux soins. Une fiche pneumopathie est complétée pour toute pneumopathie associée aux soins. Et une fiche sepsis est complétée pour tout sepsis associé aux soins pour le nouveau-né. Et 3 à 10 établissements ont participé à la surveillance prospective, cette fois-ci à l'échelle du patient, pour le protocole Réa-Infadi pour les réanimations adultes et pédiatriques, le protocole Néo-Infadi pour la réanimation néonatale et le protocole Dia-Infadi pour les services d'hémodialyse. En 2025, 61 établissements ont participé à au moins une de ces surveillances nationales. La carte montre la répartition par département et par ordre croissant avec l'Aisne, la Somme, l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais. Le taux de participation régionale reste inférieur à la moyenne nationale fixée à 38% en 2025 pour les établissements prioritaires. Ensuite, on a l'évolution de la participation qui s'améliore après 2 années de baisse. Donc, bravo à tous les établissements et à toutes les équipes pour toutes ces surveillances avec les professionnels référents sur le terrain. Ensuite, les résultats de ces surveillances. Quand on fait le focus sur les indicateurs de la stratégie nationale et l'incidence des bactériémies liées à un cathéter central dans le secteur adulte, on constate que tout est au vert, donc on félicite les équipes, car concernant les bactériémies liées à un cathéter central, pour 85% des services de réanimation, 71% des services d'hématologie, 62% des services de cancérologie, 72% des services de médecine et 68% des services de chirurgie, nous sommes inférieurs au niveau régional à la cible qui est fixée en nombre d'incidences par journée d'hospitalisation complète ou de journée cathéter selon l'indicateur. Voilà, donc on peut se féliciter de ces résultats à l'échelle régionale.
on va rentrer dans le détail avec l'évolution des incidences régionales des bactériémies liées à un cathéter central en médecine et en chirurgie. Donc, quand on voit la courbe, depuis l'année dernière, on a une diminution et on repasse, notamment pour les services de médecine, en dessous de la cible. Donc, on peut se féliciter également de la diminution des bactériémies liées à un cathéter central en médecine et en chirurgie. En ce qui concerne les services d'hématologie et de cancérologie, par rapport à la cible, on reste en dessous, mais on a une tendance en cancérologie à une augmentation, une réaugmentation de ce taux d'incidence lié au cathéter central. Donc, tout en restant inférieur à la cible nationale. Et en réanimation, on observe également une réaugmentation du taux d'incidence régionale des bactériémies liées à un cathéter central en réanimation, mais on reste également inférieur à la cible nationale. Voilà. Comme on n'est pas nombreux, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure, Manon, on pourra prendre les questions. Sinon, on les prendra à la fin. Donc, au total, dans la région, on a enregistré 828 bactériémies qui ont été recueillies avec une répartition de recueil principal dans les centres hospitaliers à 69,2%, puis ensuite 115, soit 13,9% dans les établissements MCO et 101 observations ou enregistrements de bactériémie, soit 12% pour les CHU et les CHR, et ensuite les SSR, les établissements de dialyse et de hospitalisation à domicile. Au niveau des services et des disciplines concernées, principalement, c'était des bactériémies dans le secteur de médecine adulte, hors oncologie, hématologie et radiothérapie, puis en réanimation adulte, en chirurgie adulte et aux urgences, avec l'ensemble des services concernés qui s'affichent sur ce diagramme. Au niveau du lieu d'acquisition des bactériémies, lorsque l'acquisition est connue, elle est notée comme acquise en hospitalisation complète ou bien acquise dans un autre établissement de santé ou bien acquise en hospitalisation incomplète avec le développement notamment de la chirurgie ambulatoire. Et cela représente en fait 85% de taux d'acquisition nosocomiale des bactériémies pour l'étude sur 6 mois de l'année en 2025. Et quand l'acquisition en fait n'est pas connue, ce qui représente 21 bactériémies, dans 72% des cas, elle est acquise dans le service avec un délai entre l'épisode de bactériémie et la date d'entrée du patient supérieur à 48 heures. Le délai d'entrée, entre le délai d'entrée et l'épisode de bactériémie, en moyenne, le délai médian, pardon, est de 6 jours. Et pour les dispositifs intravasculaires, le délai médian varie de 6 jours à 12 jours en fonction du dispositif intravasculaire, que ce soit un PIC, une chambre à cathéter implantable, un cathéter veineux périphérique, un cathéter veineux central ou un midline. 75% des dispositifs intravasculaires sont posés depuis plus de 7 jours quand survient l'épisode de bactériémie. Au niveau des portes d'entrée, principalement, c'est la porte d'entrée avec le dispositif intravasculaire qui représente un quart des bactériémies. Ensuite, pour une bactériémie sur 5, ce sera une porte d'entrée identifiée au niveau urinaire. Et on va faire le focus sur sur les autres diapos. Donc, quand on revient sur les bactériémies associées à un dispositif intravasculaire, la majorité sont liées à un cathéter central, puis ensuite, donc dans 52% des cas, puis ensuite à un cathéter veineux périphérique court, dans 15,6% des cas, puis à un midline, à un PICC line, un cathéter de dialyse, dont 14 étaient tunnélisés. Donc, les cathéters centraux sont les dispositifs invasifs le plus souvent impliqués dans la survenue d'une bactériémie liée au cathéter.
Voilà, donc là, ça reprend le détail des différents types de cathéters centraux avec une majorité pour les cathéters centrales de chambres à cathéter implantables. Quand la porte d'entrée identifiée en lien avec la bactériémie est urinaire, 172 qui représente 20,8% des bactériémies au total. Dans ce cas, 57%, dans 57% des cas, le patient avait fait l'objet d'un sondage urinaire dans les 7 jours qui précédaient en fait l'épisode de bactériémie. Et dans de nombreux cas, 149 bactériémies, on n'a pas retrouvé de porte d'entrée identifiable, mais on peut noter que par rapport à la fiche de recueil SPIADI, un cathéter était présent dans presque 72% des cas de ces bactériémies sans porte d'entrée retrouvée et que le délai médian était alors d'acquisition de 5 jours et 61% des épisodes se déclaraient plus de, alors attendez, moi j'ai un petit, voilà, 7 jours après la pause, la date de pause. Alors, je n'arrive plus, j'ai dû bouger quelque chose, je n'arrive plus. Ah voilà. Lorsque la porte d'entrée est pleuropulmonaire, 73 bactériémies étaient associées à une porte d'entrée pleuropulmonaire et dans 37% des cas, elles correspondaient à une intubation ou une trachéotomie. Parmi celles-ci, en fait, 22% concernaient une réintubation et la durée médiane d'intubation était de 15 jours. Au niveau de la répartition des micro-organismes, pour les 828 bactériémies transmises à Spiadi en 2025 par les établissements de santé participants en région, on a retrouvé 932 micro-organismes avec une majorité d'entérobactérales à 39%, suivi par le staphylocoque aureus staph doré dans 17,8% des cas, par les autres staphylocoques comme Staph epidermidis dans 13% des cas, puis entérocoques et d'autres micro-organismes avec des candidats notamment qui pouvaient être résistants comme le Glabrata ou le Crusei au fluconazole. Donc, on a sur cette diapositive un détail au niveau de l'espèce avec une majorité d'Escherichia coli, de Staph aureus, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, de Staph epidermidis, d'Enterococcus fecalis et de Klebsiella pneumoniae. Dans le cas des micro-organismes associés aux bactériémies, par rapport aux résistances, il a été enregistré une seule en fait, bactériémie à EPC pendant les 6 mois de surveillance au niveau de la région et qui était de type NDM. 74 bactériémies, soit 8,94%, étaient liées à une résistance aux céphalosporines de troisième génération, dont 4,95% à EBLSE, ce qui représentait 41 bactériémies sur les 828 liées à EBLSE. Au niveau du SARM, pour la répartition des bactériémies à BMR, on avait 25 bactériémies, soit 3% qui étaient résistantes à la méticilline. Et on avait 5 bactériémies avec du pio-résistant, multirésistant également, ce qui représentait 0,60% des infections des bactériémies. Voilà, donc là, on a terminé la première surveillance et on va faire un focus sur la surveillance des pneumopathies acquises avec un taux d'incidence pour 1000 journées d'hospitalisation qui augmente depuis 3 ans et qui passe à 18 en fait pour bactériémie pour 1000 journées d'hospitalisation complète. C'est pour ça qu'on souhaitait vous présenter ce résultat plus particulièrement. Donc, 217 pneumopathies ont été relevées, acquises. Elles sont associées dans 60% des cas à l'intubation. Le délai médian d'apparition pour cette surveillance était de 4 jours et
la caractéristique des 217 patients concernés, 64% avaient reçu des antibiotiques dès l'admission, 23% présentaient un portage de BMR ou de BHR, principalement des BMR, 5% étaient sous circulation extracorporelle et 91%, presque 92% étaient intubés ou trachéotomisés. Et 46 patients, en fait, de ces 217 pneumopathies sont décédés dans les 7 jours qui ont suivi l'épisode de bactériémie. Dans les pneumopathies, la répartition des micro-organismes, on retrouve principalement le pseudomonas dans 14% des bactériémies, suivi de l'Escherichia coli, du staphylocoque doré, de l'entérobactère cloacae, qui représente à peu près la même répartition qu'au niveau national. Voilà, donc là, ça remet la place des entérobactérales. Quand on les additionne, en fait, elles représentent la majorité des micro-organismes liés aux pneumopathies. On va passer à la dernière partie, les résultats des observations de pratique. Cette fois-ci, quand on va observer, en fait, les pratiques sur le terrain. Donc, un petit peu moins d'établissements y participent. En 2025, c'était 46 établissements. Donc, on les remercie vivement de s'associer en fait à cette proposition de la mission nationale Observacat. Et par rapport à la répartition dans la région, de façon départementale et par ordre croissant, on retrouve la même répartition par ordre croissante, l'Aisne, puis la Somme, l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais. Donc au total, on a plusieurs fiches qui peuvent être complétées au moment de l'observation. Et la majorité des fiches, 55% des fiches enregistrées et transmises à SPIADI en 2025 concernaient la pose d'un cathéter veineux périphérique court ou d'un midline sans prolongateur. Ensuite, la majorité, c'était la manipulation distale d'une ligne associée à un cathéter central ou assimilé. Et puis, on retrouvait aussi en troisième position la pose d'une préparation de site pour une aiguille sur cathéter à chambre implantable. Voilà. Sinon, dans un nombre un peu plus faible, un certain nombre de fiches avaient été complétées pour la manipulation proximale sur un cathéter central, pour la préparation d'un cathéter sous-cutané et pour la réfection d'un pansement de cathéter central. L'effectif est très faible pour la saisie d'observation, de préparation, de pose d'un cathéter central ou d'un midline avec prolongateur ou d'un cathéter artériel. Donc, l'observation, la participation réaugmente depuis l'année dernière. Donc, on vous dit bravo parce qu'on sait tout le travail que c'est sur le terrain d'investissement et de temps pour aller observer les collègues dans les soins. Donc, au niveau du focus sur la pose des cathéters centraux, au niveau de la conformité globale de la préparation cutanée, lors de la pose, quand on fait les 9 observations, 22% de conformité totale, avec une amélioration à apporter, une vigilance sur la chlorhexidine alcoolique à 2% qui doit être utilisée lors de pose de cathéters centraux chez l'adulte. Quand on utilise l'éco-guidage pour l'insertion, la conformité globale est de 78%, avec une vigilance à apporter sur le risque d'asepsie lors de cet éco-guidage. Toujours lors de la pose de cathéter central, la conformité cette fois-ci de l'opérateur est de 33%, avec une vigilance à apporter sur la conformité de l'hygiène des mains qui est uniquement de 44% lors des observations, mais l'effectif était faible, et la conformité du bon port du masque par l'opérateur à 78% dans 78% des cas. Voilà. J'essaie de suivre également avec mes petites notes pour être sûr que nous n'avons rien oublié. Donc, je poursuis
avec la pose d'une aiguille sur cathéter à chambre cathéter implantable. Donc 67 observations ont été enregistrées avec un taux de conformité de 76% pour la pose d'aiguille de Hubert, avec une vigilance à apporter sur le respect du temps de séchage de l'antiseptique alcoolique. Les efforts se poursuivent pour respecter ce temps de séchage. Par rapport à la conformité globale de l'hygiène de l'opérateur, il était de 24% pour ces 67 observations, avec une conformité. Excusez-moi, j'ai mon écran qui me cache. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à. Voilà. 73% pardon, de conformité d'hygiène des mains de l'opérateur, et pour le bon port de coiffe opérateur, j'ai réussi maintenant, excuse-moi, 31% de bon port de coiffe de l'opérateur. Donc, une vigilance à apporter par rapport à ce respect. Voilà, j'espère. Donc, on remet un petit peu les axes d'amélioration, bien porter la coiffe et bien respecter les temps d'hygiène des mains et de bon port d'enfilage de gants stériles au moment de la pose de l'aiguille sur chambre à cathéter implantable. Au niveau du port du masque du patient, c'est pareil. On essaie d'insister sur le port du masque qui était conforme dans 73% des cas, de bien insister sur le port du masque pour le patient lors de la pose de l'aiguille. Maintenant, nous passons à l'observation. Les observations qui ont été faites sur les pansements des cathéters, le changement et la réfection de pansements de cathéters centraux. La conformité globale observée pour 29 observations était de 90%, avec un nettoyage systématique qui est demandé notamment lorsque le pansement est souillé ou décollé dans 66% des cas. Il faut que la peau soit visuellement propre pour un nettoyage qui peut être uniquement enfin, passer à l'antiseptique alcoolique directement. L'utilisation de l'antiseptique alcoolique est de 93%. Donc, on peut noter une amélioration à apporter sur l'utilisation systématique de chlorhexidine alcoolique pour le changement de pansement de cathéters centraux. Par rapport à la conformité globale de l'opérateur, il est de 26% pour les 34 observations lors de la réfection de pansement, et avec une hygiène conforme avec les différents taux, la technique de l'hygiène de la friction hydroalcoolique des mains et puis l'enfilage des gants stériles au bon moment, elle est de 32%, ce taux de conformité est de 32%, et pour le port de coiffe par l'opérateur, il était de 50%. Toujours pour terminer avec les pansements sur les cathéters centraux, donc la conformité du port du masque du patient était de 76% pour ces 29 observations. Donc bravo parce que ça s'améliore. Maintenant, nous passons à la fiche lors de l'observation de pose d'un cathéter veineux périphérique qui fait partie des actes les plus courants dans tous les établissements de santé. Ces poses concernaient dans 87% des cas des cathéters veineux périphériques courts sans prolongateur, avec une conformité globale de la préparation cutanée estimée à 55% dans 346 observations transmises, avec l'utilisation d'un antiseptique alcoolique majeur dans 71% des cas et une attente du séchage spontané de cet antiseptique alcoolique dans 79% des cas. Donc, les axes d'amélioration que l'on peut rappeler, c'est bien d'utiliser l'antiseptique alcoolique majeur et respecter le temps de séchage. Sur un acte qui est parfois peut-être banalisé dans nos établissements de soins. Donc, au niveau de la conformité de l'hygiène des mains par rapport au respect des bons temps de friction hydroalcoolique, cette conformité est de 25%, donc une vigilance à apporter sur le respect et la discussion que l'on peut avoir à la fin de l'observation sur les explications que peut apporter le soignant sur pourquoi il n'a pas bien respecté certaines techniques ou certains temps.
Voilà, toujours sur la pose d'un cathéter souvent réalisé dans nos établissements de soins, c'est le cathéter sous-cutané, où on arrive à une conformité globale de préparation cutanée de 50% pour les 38 observations qui ont été rendues, avec une hygiène des mains conforme de l'opérateur à 61% et l'utilisation de l'antiseptique alcoolique lors de la préparation cutanée de 58%. Donc, poursuivre les efforts d'observation des pratiques avec une vigilance par rapport à l'utilisation de l'antiseptique alcoolique et du bon respect de l'hygiène des mains par rapport à la technique, à la gestuelle et au temps de la friction hydroalcoolique. Nous continuons sur la manipulation distale. Donc, il reste 3 petits focus à faire. Donc, la manipulation distale pour tout type de cathéter avec une conformité globale de 30% pour la préparation du site de branchement. Et en distal, l'utilisation de l'alcool à 70% qui est respecté dans 39% des 94 observations qui ont été réalisées et l'utilisation de compresses stériles dans 79% des cas. Donc, les axes d'amélioration sur la manipulation distale pour tout type de cathéter, c'est bien d'utiliser l'alcool à 70 et la compresse stérile pour la friction du branchement. S'il y a la présence d'une valve, la désinfection de la valve avant utilisation, toujours dans ces manipulations distales de tout type de cathéter, et la conformité est de 90%, donc ça c'est très bien, avec 68% de conformité de la valve, de la désinfection et 50% avec l'alcool à 70. Donc vigilance à bien utiliser la recommandation d'utilisation d'alcool à 70% lors de la manipulation distale. On retrouvera ça également dans les autres manipulations. L'hygiène des mains est conforme dans 76% des cas lorsqu'on manipule au niveau distal tout cathéter. Cette fois-ci, on revient sur les cathéters centraux ou assimilés. Lors de la manipulation, cette fois-ci proximale, donc la préparation du site de branchement en proximal est conforme dans 78% des 49 observations qui ont été transmises, avec 78% de conformité par rapport à l'utilisation de l'alcool à 70 et 98% de conformité liée aux compresses stériles. Toujours pour la manipulation proximale, quand il y a une valve présente dans 92% des cas, donc bravo, on a bien désinfecté avant d'utiliser en utilisant la conformité uniquement de l'alcool à 70. En revanche, dans 33% des cas, donc ne pas oublier que quand on vient désinfecter tout branchement, on doit utiliser l'alcool à 70 en priorité. Et pour terminer sur l'hygiène de l'opérateur lors des manipulations proximales, elle est conforme dans 82% des cas et le port du masque par le patient, puisqu'on est sur une manipulation proximale de cathéter central ou assimilé. Ça peut être un midline avec prolongateur, ça peut être un PICC line, ça peut être un cathéter artériel. Dans ce cas-là, le port du masque du patient est conforme à 75%. Au niveau des rinçages pulsés, donc on souhaitait faire un focus avec les docteurs Caudron et Demailly sur le rinçage pulsé quand on utilise un cathéter en disque continu ou quand on vient manipuler en distal tout d'abord. Donc ça, c'est la première partie de la slide. Lors du branchement, on va venir faire un rinçage pulsé avec un taux de conformité à 27%, mais on est sur un petit effectif de 11 observations dans ce cas-là. Et la manipulation distale, en fait, et la technique sera conforme dans 72% des cas avec utilisation du chlorure de sodium dans 97% des cas et une élimination complète et conforme à 100% des cas du sérum physiologique. Lors de la manipulation proximale, donc on voit que c'est parfait. Dans 100% des cas, lors du branchement et du débranchement, on a un taux de conformité à 100%.
Et la technique est également conforme pour l'utilisation du chlorure de sodium et de l'élimination aussitôt de la seringue de chlorure de sodium ou du contenant si c'était une ampoule ou une poche. Mais la technique complète et bien respectée, en fait, n'est pas toujours conforme. Ça peut être lié au volume de la seringue utilisée, aux poussées successives qui ont été réalisées également, qui sont peut-être pas toujours conformes. Voilà, donc un axe d'amélioration et une vigilance à apporter lors des observations de rinçage pulsé sur les manipulations distales et proximales des cathéters. Voilà, donc juste un petit focus pour terminer et vous serez libérés pour participer aux actualités SPIADI qui ont lieu à 14 heures. Donc, publicité pour SPIADI et le nouveau module SPICAT qui est proposé de façon prospective en fait pendant les 6 mois jusqu'au mois de juillet sur le suivi des cathéters veineux périphériques puisque c'est un geste courant et avec un taux de bactériémie lié au cathéter veineux périphérique qui peut également avoir un taux d'incidence important. Donc, on peut proposer aux différents services en fait le suivi de ce module d'observance. Et puis, une nouveauté également qui a déjà été évoquée lors des actualités SPIADI, c'est Badicose avec l'analyse des causes lors de bactériémie liée à un cathéter qui peut être réalisé dans tous les établissements de santé. Voilà, donc je vous remercie pour avoir participé à cette présentation des résultats régionaux avec les focus qu'on a personnalisés à l'échelle du CEPIAS des Hauts-de-France et qui seront complétés dès la semaine prochaine à la région Alias. Merci à tous et merci Manon et je laisse Manon s'il y a d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Carole, pour ta présentation. On n'a pas eu de questions pour l'instant dans le chat. Mais c'est vrai que c'est assez important finalement d'avoir un retour de ces résultats en région, parce que généralement, on se compare du coup aux résultats qui sont plutôt nationaux et il nous semblait important de faire un focus au niveau régional. La présentation, du coup, c'est vrai qu'on a axé les résultats, enfin l'analyse des résultats sur l'évolution en fait dans la région, en espérant que ça puisse en fait dégager des axes d'action et d'amélioration, et que la présentation qui sera faite lors de la journée de l'Alias se comparera plutôt les résultats aux résultats nationaux, ce qui est un peu deux approches finalement complémentaires. Écoute, si on n'a pas de questions. On va pouvoir libérer tout le monde pour être à l'heure Pour le à webinaire SPIADI. l'actualité SPIADI. Merci à tous. Merci Manon. Merci Merci à tous pour pour votre tout et participation. à Pierre pour les statistiques. Merci à Au tous. revoir. Bonne